Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10. Bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes le 16 novembre déjà, bienvenue dans le ZCL. Je suis bien content de vous retrouver après mon grand périple. On aura l'occasion d'en parler, puisqu'aujourd'hui l'actualité est un peu chargée. Bienvenue aussi à notre ami Keïssa, ça va? Tu as oublié mon nom. Ça va? Tu es parti 10 jours, tu as oublié mon prénom. Bonjour Dani. Bonjour, ça va, j'ai oublié votre prénom, Keïssa. Quand on est loin, vous savez, on oublie tout. Mais j'ai pas oublié le ZCL. En tout cas, aujourd'hui, nous allons recevoir tout à l'heure Madame Céline, Léonide Céline, avec elle est entomologiste. On avait déjà eu l'occasion de la recevoir, avec elle on parlera justement des perturbateurs endocriniens, puisqu'il va y avoir une manifestation, un véritable colloque qui se fait le 2 décembre, avec exposition et conférence. Un certain nombre de spécialistes seront là. L'importance pour nous de recevoir cette dame qui nous parlera justement de ces perturbateurs. On l'aura dans notre passage à Kassaïe. Vous le saurez tout à l'heure en écoutant le ZCL. On va recevoir un peu plus tard Plus Belle Larry, Martine Hugolin, qui est président de l'association Plus Belle Larry, et Willy Bicent, navigateur parrain de l'événement. Alain Paméol sera plus tard avec nous. On est très scientifique aujourd'hui. C'est un bioénergéticien, énergéticien, il faut le dire. Et puis, bien sûr, en fin d'édition, Elisabeth Adelaide viendra nous faire sa chronique tourisme. Voilà un petit peu les gens que nous recevrons tout à l'heure. Mais pour l'actualité, on retrouve Keïssa Zorobabel. Bonjour encore. Et développer les titres. Merci. Bonjour Danick. Tout de suite, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Et nous commencerons le journal avec la ville de Petit-Bourg qui souhaite accompagner au mieux l'entrée du numérique dans les écoles. En ce sens, elle a lancé un programme d'équipement numérique pour les 12 établissements élémentaires de la commune. Puis nous verrons que dans le cadre du 10e anniversaire du mois de l'économie sociale et solidaire, le comité Guadeloupe de la Ligue contre le cancer a organisé ce lundi 27 novembre une journée porte ouverte. Et nous terminerons le journal avec l'innovation dans l'action publique en Antilles et en Guyane. Les délégations Antilles-Guyane vous proposent de vous retrouver pour un temps fort autour des enjeux et défis de l'action publique locale, à savoir les contraintes financières, les ruptures technologiques, les changements des besoins des usagers, mais aussi la mutation de l'économie. Mais tout de suite, voyons la suite du journal avec Danick. Merci Keïssa, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le développement du journal. Moi, je vais recevoir les invités. Je vous rappelle quand même, si vous ne le savez pas encore, c'est écrit sur notre panneau aujourd'hui que le 1er et le 2 décembre, il y aura une grande soirée, une soirée à Noël pour Timon Guadeloupe. Soyez nombreux, ce sera dans le parking juste à côté. Nous aurons l'occasion d'y revenir demain avec la directrice de Canal 10 qui sera notre invitée. Pour l'heure, je vous l'ai dit, on va parler de perturbateurs endocriniens. C'est une urgence sanitaire. Il y aura un colloque le 2 décembre à Georges Tarrer. Un certain nombre d'invités seront présents, des spécialistes pour la plupart, des toxicologues. Et la raison pour laquelle nous recevons aujourd'hui Madame Céline, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais tout à l'heure, les gens ne savent pas ce que sont ces perturbateurs endocriniens qui perturbent la vie et qui sont un petit peu partout disséminés dans des choses que nous consommons au quotidien. Explication. Donc, pourquoi les perturbateurs endocriniens? Avec l'actualité, on parle de beaucoup de perturbateurs endocriniens depuis plusieurs mois. Mais il y a 2 ans, j'avais mon association dont je suis la présidente, l'OCEDOM, on avait organisé un colloque déjà sur les perturbateurs endocriniens et le cas du chlordécone. Oui. Et cette fois-ci, on revient là-dessus parce qu'entre-temps, l'actualité s'est enflée, comme on dit. Il y a eu, déjà sur la définition même des perturbateurs endocriniens, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et au niveau de l'Europe, de la Commission européenne, pour avoir vraiment une définition qui était acceptable pour tous les pays européens. Et depuis quelque temps, et ça c'est l'histoire s'est terminée avant-hier, il y a eu le débat sur le glyphosate, qui est un perturbateur endocrinien et qui en fait a perturbé beaucoup d'États, puisqu'il y a eu un vote sur le glyphosate pour savoir si, comme ça a été prouvé que c'était une substance qui était probablement cancérogène, est-ce qu'on leur donnait l'habilitation pour pouvoir continuer. Maintenant,
ça a été voté officiellement, je crois que c'est prorogé jusqu'en 2015, alors que la France avait... 2015, non, pas 2015. Pas 2015, 2000... Dans 5 ans encore. Dans 5 ans encore, excusez-moi, alors que la France avait proposé 3 ans. Et donc maintenant, prorogé 5 ans, mais le président de la République a affirmé que d'ici 3 ans, en tout cas sur le sol français, le glyphosate sera interdit d'ici 3 ans. Et j'espère qu'en tant qu'écologiste, j'espère qu'il sera entendu. Et aussi entendu justement dans nos îles, puisqu'il faut savoir qu'on utilise beaucoup le glyphosate en Guadeloupe en particulier, puisque c'est un herbicide qui est souvent sous le nom plus commun de Roundup, qui est commercialisé par Bayer, Monsanto. Et nos agriculteurs l'utilisent beaucoup pour pouvoir éliminer les mauvaises herbes dans les champs de canne, etc. Alors, ce que sur lequel je voulais vous intervenir, que vous interveniez, je vous arrête là-dessus, c'est expliquer aux gens en quoi ces perturbateurs causent des maladies graves, dont le cancer de la prostate et emmener d'autres types de pathologies. C'est tout ça qu'il faudrait dire aux gens aujourd'hui, parce que les gens qui nous connaissent, qui nous écoutent, ne savent pas, certains, je ne dis pas tout le monde, ne savent pas ce que sont ces perturbateurs, et surtout les liens qu'ils ont avec les maladies qui sont de plus en plus fréquentes en Guadeloupe, dont la prostate. En fait, les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui peuvent être naturelles ou bien artificielles et qui perturbent le bon fonctionnement du système endocrinien. Alors, le système endocrinien, donc, comme en glande endocrine, vous avez l'appareil génital, vous avez le thymus, vous avez les glandes mammaires, vous avez la glande thyroïde, le pancréas endocrine et l'appareil génital. Oui. Donc, ce sont ces substances. Ces substances vont agir à plusieurs niveaux. On peut ingérer sans même le savoir d'ailleurs le plus souvent. Voilà, donc c'est des causes externes. Donc ils vont modifier donc le fonctionnement normal des glandes endocrines, c'est-à-dire que l'hormone prend la place de l'hormone ou bien mimer l'action, et cela occasionne des effets délétères, soit au niveau de notre organisme ou bien sur les générations futures. Oui. Et c'est pour cela qu'on dit que la phase la plus sensible, c'est au niveau des femmes enceintes. Oui, alors c'est-à-dire que certains produits qu'on consomme facilement ont ces perturbateurs, ils peuvent conduire au cancer du sein pour les femmes, la prostate pour les hommes. Pour les hommes, et puis même rendre les gens infertiles. Infertiles, vous avez baisse de la qualité du sperme, des fois sperme zéro. Vous pouvez aussi avoir des actions au niveau des enfants, par exemple quand les petits garçons, s'il s'agit au niveau de la mère au moment où elle était enceinte, vous pouvez avoir des enfants qui ont des problèmes, qui ont des micropénis, des malformations au niveau de l'appareil génital. Vous pouvez aussi avoir des maladies métaboliques, hein. Vous avez les AVC, vous avez l'obésité et toutes ces maladies qu'on n'arrive pas à expliquer et qui ont des causes qui sont environnementales. D'accord. Alors ces molécules, c'est comme ça qu'on les appelle, sont un petit peu partout, hein. C'est bien ça. Oui, ouais. Alors c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on les trouve partout, surtout dans nos objets de consommation. Je prends par exemple le cas du bisphénol A. Ouais. Le bisphénol A, donc c'est une substance qu'on trouve c'est un genre de plastique polycarbonate et qui rentre dans la composition de pas mal d'objets que l'on utilise, notamment les contenants alimentaires, etc., les biberons. Oui. Par exemple, déjà le bisphénol A, ça avait été interdit en 2011 dans les biberons en France. Parce qu'on a vu que ça provoquait donc des cancers au niveau des enfants. Ensuite, en 2015, ça a été interdit au niveau des contenants alimentaires. Et maintenant, on essaie de voir comment on peut dire aux gens de ne plus utiliser un certain nombre de produits. Je comprends le cas, par exemple, des... vous savez, les contenants en aluminium que vous avez, que vous passez au micro-ondes, oui. Quand vous les mettez, alors il y a une décomposition qui se fait sous l'effet de la chaleur et ça passe directement dans l'aliment. Et vous le mangez. Et vont le manger. Donc on dit aux gens, bon, essayez d'utiliser du verre par exemple. D'accord. Donc il y a tout un comportement à avoir pour pouvoir diminuer les effets des produits qui sont qui sont des perturbateurs. Qui sont des perturbateurs endocriniens. J'ai appris aussi que même les cosmétiques ont des perturbateurs endocriniens. Alors justement, d'ailleurs toutes les femmes connaissent, c'est avec parabènes ou sans parabènes. Et depuis quelque temps, les femmes quand elles vont à la pharmacie, elles essaient de voir si c'est marqué sans parabènes. Oui. Parce que le parabène effectivement
effectivement, c'est un perturbateur endocrinien et on avait tendance à mettre le parabène dans les cosmétiques parce que c'était antifongique et antibactérien. Donc, si vous voulez, ça permettait justement au produit de se conserver plus longtemps. Eh bien, le parabène, c'est un perturbateur endocrinien. Donc, il faut, lorsque vous allez à la pharmacie, vous regardez l'étiquetage et vous regardez si c'est avec ou sans parabène. On a aussi le dentifrice. Vous avez le dentifrice qui est le triclosan. Et effectivement, il est antitartre, antibactérien, antifongique. C'est exactement pareil aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important l'information, parce que ça permet justement aux gens de bien regarder l'étiquetage et de faire des choix intelligents. Il faut que les gens... Alors, question au niveau des dentifrices, on m'a dit que si on regarde juste en dessous du dentifrice, il y a normalement une barre vert, noire, qui peut être soit ou vert, ou noir, ou jaune, et ça a une influence, apparemment, ça décrit... Normalement, il y a peut-être des codes, parce que je sais que, par exemple, pour certains produits, vous avez des codes 1 à 6. Ça veut dire qu'il n'y a pas de phtalate. Et si vous faites 7, ça veut dire, s'il y a le numéro 7, ça veut dire que bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Maintenant, on commence à mettre des numérotations pour indiquer aux acheteurs, pour orienter un petit peu les achats. Mais c'est vrai que peut-être que ça se fait beaucoup en Europe, mais il faut dire aussi qu'en Guadeloupe, tout ce qu'on ne vend pas, on le retrouve sur notre marché. Et souvent, c'est moins cher. Et les choses sont comme ça, hein, c'est-à-dire que si c'est moins cher, les gens l'achètent. Ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est une question de moyens. Maintenant, c'est l'occasion de poser le problème, qu'est-ce qu'on veut comme pour développer notre économie endogène, puisque je prends le cas, par exemple, des coiffeurs qui utilisent des produits chimiques. Quand vous achetez une vasine ou un truc comme ça pour faire pousser les cheveux, quand vous regardez l'étiquetage, c'est des noms un peu barbares, chimiques, personne ne comprend rien du tout. Alors que si on fait des produits de chez nous à base des plantes de chez nous, là au moins on sait qu'est-ce qu'il y a dedans, si c'est carapate, si c'est... Sauf si c'est quand même, on utilise des herbicides sur ces plantes. Parce que là aussi, il faut bien comprendre que de plus en plus on s'oriente, on le dit, vers des plantes qui sont bio, c'est-à-dire sans herbicides, sans insecticides, mais c'est de plus en plus grave ou plus cher. Oui, mais ce qui est important, c'est notre santé ou faire des économies. Ah non, mais ça, je conviens avec vous. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, je suppose que si par exemple on décide de développer une cellule cosmétique guadeloupéenne, donc il va y avoir des producteurs. Oui. C'est l'occasion justement de développer une forme d'agriculture bio où on va produire les plantes qui vont être utilisées en cosmétique. Oui. Je veux dire que bon, tout est ouvert quoi finalement. D'accord. Et donc, quelquefois aussi dans l'eau, on peut trouver aussi ces perturbateurs endocriniens. Ça passe aussi dans l'eau et vous avez par exemple les phtalates, ça passe dans le sol. Oui. Et justement, les phtalates aiment bien rentrer dans les cellules adipeuses des poissons. Donc, ça passe aussi dans les poissons. Donc, on les trouve un peu partout, donc par ingestion et tout. Ça, donc, c'est le cas des phtalates. Le remède, c'est de consommer de plus en plus sainement, en fait, c'est ça? Mais c'est ça, il n'y a pas de solution. C'est consommer sainement, savoir ce qu'on mange. Oui. Et puis voilà, et favoriser un petit peu notre santé. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui sont dans la région Pointe-Noire, il faut leur dire que ce colloque intéresse tout le public. Ce n'est pas un colloque uniquement de spécialistes. C'est pas uniquement un colloque de spécialistes. Il y aura quelques spécialistes. En fait, j'ai voulu privilégier... Non, mais je dis le public... c'est pour tout public. Oui, le public Et j'ai voulu justement, il ne faut pas qu'il y ait des grands noms scientifiques parce que les gens vont s'endormir rapidement. C'est-à-dire avoir un franc débat et laisser une large place à l'échange avec le public, aux échanges avec le public. Oui. Ça, c'est important. Et Keïssa, il faudrait que vous alliez à cette conférence parce que vous allez apprendre beaucoup de choses sur les cosmétiques. Oui, Danick, nous irons à 2. Oui, pas de problème. Alors, donc cette conférence, ce colloque aura lieu donc ce week-end. Ce week-end, le samedi 2 décembre, de 14h à 20h à la salle Georges Tarère. Oui. Donc c'est gratuit. Oui. Et il y aura une exposition itinérante avec 17 panneaux. Oui. Et ces 17 panneaux. Qu'est-ce qu'on trouve sur ces panneaux, justement? Comment? Qu'est-ce qu'on trouve sur ces panneaux? Alors justement, c'est
et la crise sanitaire, les perturbateurs endocriniens, on essaie d'expliquer aux gens, par exemple au niveau de la reproduction, c'est-à-dire vous avez vraiment une explication scientifique, mais en même temps avec des termes que tout le monde peut comprendre. D'accord. Alors il y aura cette exposition et après cette exposition a vocation à tourner dans les communes pour pouvoir informer et sensibiliser la population, les élèves et tout un chacun. D'accord. Alors peut-être dire peut-être quand même 2 ou 3 noms quand même. Il y aura des spécialistes qui viendront. Alors il y aura Monsieur André Sicolela qui est toxicologue. C'est lui justement qui a fait intervenir le bisphénol A en France dans les biberons. Et qui a fait justement un premier bouquin sur les cancers du sein. Et là, il vient d'écrire un bouquin sur le cancer de la prostate, où une grande partie du bouquin sera sur les Antilles françaises. Et d'ailleurs, c'est la première fois que le bouquin va sortir. Et il a préféré venir en parler d'abord. Parce qu'on est directement concerné avec du chlordécone, c'est bien ça. Hein? Voilà, il y a le chlordécone aussi directement, il n'y a pas que ça. Mais je veux dire expliquer que pourquoi aux Antilles, que ce soit Guadeloupe ou Martinique, il y a le plus de cancers. De la prostate. De la prostate. Parce qu'ils disent que si la Guadeloupe et la Martinique étaient un pays, je pense que c'est là où on aurait eu le plus de taux de cancer au monde. Wow. Donc c'est pour vous dire... l'importance même. L'importance. Alors il y aura M. Sicolela, il y a aussi le docteur Pelage qui va venir de Martinique et qui travaille beaucoup sur les pathologies du chlordécone et qui va nous faire une belle démonstration de tout ça sur le cancer du sein prostate. Vous aurez aussi Harry Durimel qui va essayer d'expliquer aux gens ce qui se passe au niveau de la Commission européenne, parce qu'on ne comprend pas très bien ce que la Commission européenne et nous, enfin on ne fait pas trop le lien. Alors il faut rappeler, Madame Céline, que hier la Commission européenne s'est prononcée pour le glyphosate, l'utilisation du glyphosate, vous l'avez dit en début, et les Guadeloupéens peut-être n'ont pas fait attention à cette information qui est importante, c'est-à-dire que pendant 5 ans encore, les produits herbicides auront du glyphosate qui ont un cancer. Et les gens vont encore avoir d'autres cancers. Oui. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on fait, au maquillage, au dentifrice, à l'eau et à tous ceux qui nous entourent dans les salles de bain, au biberon pour les enfants. Les jouets aussi, les tétines, les couches, puisqu'on trouve des produits perturbateurs endocriniens dans les couches de bébé. Oui. Donc il faut revenir au... Les gens n'aimaient pas trop, mais avant on utilisait du tissu. Écoutez, c'est soit on aime son bébé ou on ne l'aime pas. Oui, oui. Si on l'aime, on fait des sacrifices. Tout à fait. Keïssa a bien compris. Voilà, eh bien, Madame Céline, je vous remercie d'être venue nous dire tout ça. Je rappelle donc que ce colloque, c'est moi qui vous remercie. Le 2 décembre, vous êtes bienvenue. Conférence exposition perturbateurs endocriniens et urgences sanitaires, aussi à la salle Georges Tarrer, sur le 14h à 20h. C'est important, en respect que ce Covid n'a pas qu'il ait ni boire et manger pour se déplacer. L'union concerné Guadeloupéens et santé à Guadeloupéens, c'est important que les Guadeloupéens qui sont en Guadeloupe suivent ça. En France, on nous regarde aussi en Martinique et j'espère peut-être qu'un jour vous irez en Martinique là, parler de ça, puisque vous avez des spécialistes martiniquais. Oui, on fera, et justement même à Paris en janvier, on a le même colloque pour nos compatriotes de l'Île-de-France. Eh bien voilà, les compatriotes de l'Île-de-France que j'ai rencontrés, tous ces jours-ci qui nous regardent beaucoup en France, on nous l'a dit, pas un endroit où je sois passé dans la ville parisienne, mais pas rencontrer des Guadeloupéens. Nous regardons votre émission avec intérêt là-bas, on est bien content de le savoir. Et tous ces gens-là m'ont dit de saluer notre ami Keïssa. Voilà, 12h47, Keïssa. Tout de suite, on va attaquer le journal avec le premier titre et on va parler de... Et nous vous l'annoncions, la ville de Petit-Bourg souhaite accompagner au mieux l'entrée du numérique dans les écoles. En ce sens, elle a lancé un programme d'équipement numérique pour les 12 établissements élémentaires de la commune. La première livraison a été effectuée hier et aujourd'hui, dans 5 d'entre eux, près de 110 000 € ont été investis pour faire passer les écoles à l'ère du numérique. Cet investissement a été réalisé dans le cadre du plan numérique du rectorat de la Guadeloupe. Des images de Stanley Manicor. Notre volonté, c'est d'ouvrir l'ensemble des enfants au numérique. Il y a un plan numérique qui a été mis en place avec le rectorat et c'est une volonté déjà que nous avons sur l'ensemble de la ville. Aujourd'hui, ça se concrétise au niveau donc, des écoles. Nous avons commencé la remise des tablettes numériques, d'abord au niveau de Daubin, ensuite l'école de la Lézarde. Mais ce qu'il faut se dire, c'est toutes les écoles de Petit-Bourg qui seront dotées de ces tablettes numériques. C'est un kit qui permet à l'enfant d'avoir ses tablettes, mais aussi d'être connecté au niveau Wi-Fi à travers ce principe et également avec un rétroprojecteur, de manière à ce que les enseignants puissent bénéficier de ce outil qui va les accompagner dans leur
pédagogie et qui permettrait aux enfants de pouvoir mieux appréhender, mieux apprendre, notamment au niveau des mathématiques, grammaire et autres. Et on a pu voir l'engouement des enfants pour les exercices et autres. Et ça ne peut que nous réjouir et nous conforter dans cette démarche. On sait qu'on a vu que les enfants, tous ils sont plus ou moins initiés, ils ont déjà vu une tablette. Mais là, ce n'est pas seulement pour des jeux, mais dans une démarche pédagogique. Et là, je vous assure, les deux remises que nous avons vues d'Aubin les autres nous confortent dans ce choix parce que les professeurs, les directeurs, les enfants sont emballés par ce projet. 110 000 € en termes d'équipement, l'achat donc des différentes tablettes. À cela, il faut ajouter les coûts de formation et aussi en termes d'organisation, puisque nos techniciens ont été formés sur ce matériel et vont pouvoir assister les enseignants, les écoles tout au long donc, de l'année. Mais ce n'est qu'un premier coup, puisque par rapport à la volonté de la ville, il va falloir doter d'autres classes, puisque pour l'instant, c'est un boîtier pour mobile sur l'ensemble des écoles. Mais à travers l'expérimentation, nous allons conforter cela. Et dans le cadre du 10e anniversaire du mois de l'économie sociale et solidaire, le comité Guadeloupe de la Ligue contre le cancer a organisé ce lundi 27 novembre une journée porte ouverte qui s'est déroulée de 9h à 17h. À cette occasion, Onticosé sera animé par M. Raymond Otto, orthophologue, sociologue sur la solidarité, au siège du comité de la Ligue contre le cancer, au rond-point Michael Bouvard Légitimus à Pointe-à-Pitre, des images de Stanley Manicor. L'économie sociale et solidaire, comme son nom l'indique, en fait, c'est l'organisation d'une économie qui n'est pas basée exclusivement sur le fait d'avoir des résultats financiers. L'économie sociale et solidaire, donc ce sont des associations, ce sont des clubs de sport, ce sont des mutuelles, toutes ces organisations, en fait, qui rendent des services sur le plan social, tout en étant une économie qui embauche aussi du personnel. Nous avons organisé avec M. Otto, qui est bien connu en Guadeloupe, ce qu'on appelle un Ticosé sur le thème de la solidarité, où nous allons donc évoquer ce thème, où chacun pourra donner son point de vue sur sa conception de la solidarité. C'est la semaine de la solidarité, enfin de l'économie solidaire. On se rend compte que depuis des années, on savait faire ça et que même si c'est un concept qui paraît très ronflant, mais notre culture même était une culture basée sur les solidarités. Il y a de nouvelles formes de solidarité aujourd'hui, mais en fait, ce sur quoi on était, c'est bien pour montrer le point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos manières de vivre, notre rapport à l'espace, on était naturellement dans des situations de solidarité puisque tout le monde était au même niveau et au même rythme social. Après, effectivement, lorsque les différentes étapes de la modernité vont s'imposer à nous, et singulièrement lorsqu'on va rentrer dans le droit, lorsque nos enfants vont partir faire des études, d'autres formes de solidarité vont se mettre en place, à analyser aussi, parce qu'il y aura du bon, il y aura du moins bon. On sait très bien que, pour prendre l'exemple de nos cousins de France, enfin de nos anciens cousins de France, parce que le nouveau, je ne saurais me prononcer dessus, mais j'ai ma petite idée. Lorsqu'on arrivait, on était bien reçus tant qu'il y avait encore rhum, igname et condiments. Je me reconnais dans certaines anecdotes et après il y a des choses que j'ai eu à partager avec d'autres personnes où c'est une réalité, c'est la même réalité. Moi, je suis du Gosier. Ce qu'on vivait au Gosier, c'est ce qu'on a vécu ailleurs. Parce que quand je discute avec quelqu'un du Moulé qui me dit il se passait telle et telle chose, ça fait forcément écho chez moi. J'aime bien dire ça parce que de temps en temps, il faut qu'on se regarde avec nos yeux et pas toujours mettre de côté ce qui est mauvais et garder ce qui est bon. Et voilà, il est 12h54. Nous devrions recevoir tout à l'heure Martine Hugolin et Willy Bissante. On le rappelle, vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8. On se retrouve après la pub. Donc tu as soif? Blue Melody School Production, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre sur le parking de Canal 10.
Voilà, il est exactement 13h dans le ZCL. Retour donc sur le plateau. On écoute aussi le ZCL, je l'ai dit en France, mais aussi sur RHC, le 89.8. On l'écoute aussi sur Canal 10 FM. Et de plus en plus, on nous regarde un peu partout, même en Afrique, Keïssa, je vous l'apprends. Alors, on va recevoir tout à l'heure Willy Bicent qui est déjà là. Et aussi Martine Hugolin, c'est des gens de Plus Belle Larry. Donc, à 10h pour qu'ils là. Mais avant, on va faire un rappel des titres avec Keïssa. C'est parti. Et nous commencerons le journal avec la ville de Petit-Bourg qui souhaite accompagner au mieux l'entrée du numérique dans les écoles. En ce sens, elle a lancé un programme d'équipement numérique pour les 12 établissements élémentaires de la commune. Puis nous verrons que dans le cadre du 10e anniversaire du mois de l'économie sociale et solidaire, le comité de la Guadeloupe de la Ligue contre le cancer a organisé ce lundi 27 novembre une journée porte ouverte. Et nous terminerons le journal avec l'innovation dans l'action publique en Antilles et Guyane. Les délégations anti-Guyane vous proposent de vous retrouver pour un temps fort autour des enjeux et défis de l'action publique sociale, à savoir les contraintes financières, les ruptures technologiques, le changement des besoins des usagers et la mutation de l'économie. Voilà, merci donc à notre ami qui qu'on va retrouver tout à l'heure. Je voulais dire, on va parler de Chanter Noël. Chanter Noël, cette fois-ci, Plus Belle Larry au point plus bonheur, puisque l'année dernière c'était le 10 décembre. Cette fois-ci c'est le 2. Et pour ça, on reçoit le parrain de Plus Belle Larry cette année et de cette magie des lanternes. C'est Willy Bicent, bonjour. Bonjour. Et on reçoit bien sûr la patronne là, qui organise tout. Et c'est notre ami Martine Hugolin, bonjour. Bonjour. Alors, première question, c'est quoi cette histoire de lanterne? Ni monde pas savent ça, la magie des lanternes. Qu'est-ce qu'ils ont lanterne? Eh bien oui, on reprend la tradition de, comme on dit, de temps en temps, la magie des lanternes. Ça veut dire que chaque voisin confectionne sa petite lanterne. On peut la confectionner en carton ou sans quoi avec des bocaux de confiture. Alors c'est simple à faire, c'est une boîte, soit carrée, soit rectangle. Vous dessinez des motifs que vous devez faire un trou dedans pour qu'on puisse voir la lumière qui sort dedans. Ça veut dire qu'on installe un petit lampion, on ferme la boîte et chaque personne suspend sa petite boîte par son balcon. Alors, ça te fait une lumière. Oui, une petite lumière, une petite lanterne. Alors, il faut revenir un petit peu sur l'actualité de Plus Belle Larry. Plus Belle Larry, c'est une association de 101 qui est dans un quartier, on va dire, assez chaud de Pointe-à-Pitre. C'est le quartier de Victor Hugo, que je connais bien. Et donc, Plus Belle Larry a été primé il n'y a pas longtemps pour avoir lancé cette initiative d'organiser un petit peu un quartier qui était en perdition. Alors, comment ça s'est passé, Martine? Plus Belle Larry, c'est parti comment cette histoire? Plus Belle Larry, c'est parti sur un groupement d'habitants Point 3, surtout du quartier de Pointe-à-Pitre. Nous étions un groupe, nous nous sommes réunis pendant une année pour savoir qu'est-ce qu'on va faire vraiment du quartier qu'on a constaté qui partait en défriche. Et nous avons décidé d'abord de repeindre les façades de nos propres maisons et de repeindre les façades des maisons adjacentes dans le coin. Ouais. Et après, ça a commencé. Il faut dire sans aide de la municipalité au départ. Oui, sans aide. Nous sommes pris en main et nous avons continué notre petit bout de chemin. Et là, nous sommes maintenant au jardin partagé. Nous avons entamé d'attaquer les dents creuses de Pointe-à-Pitre qui sont inoccupés, de les occuper par des petits jardins que nous avons décidé de faire. Et Plus Belle Larry est devenu international, puisqu'on vous voit même en France maintenant, même aux États-Unis, un peu partout. C'est notre but de traverser, comme on dit, les frontières, un peu la frontière guadeloupéenne, d'aller au-delà pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Et cette année, vous avez pris un parrain très prestigieux qu'on Oui, salue. Bon, il est du quartier, parce que c'est quelqu'un de Fond-Logé, de Massabielle. Oui. Alors, il va dire... Vous êtes un Massabielle bien. Ouais, oui. Entre la cour Zamia et Massabielle. Entre la cour Zamia et Massabielle. Alors, Willy, vous êtes le parrain de cette organisation. Vous viendrez avec le bateau? Non, bah, quand même pas. Bien quoi, là, oui, Victor Hugo, quand l'applique à tomber, vous pouvez venir en bateau. C'est clair. Là, en tout cas, arrêtez, là, rassembler. Ouais, c'est vrai que mais la quille à 3,25 mètres sous le bateau, oui. Ça va être compliqué quand même. Ça va être un peu compliqué. Mais il n'est pas loin, là. Le bateau, il est à la marine. Alors, le bateau est arrivé depuis quelques jours, oui. On va en parler un petit peu quand même, il faut le dire aux Guadeloupéens. Depuis une semaine, ça fait. Là, on est mardi, je suis arrivé lundi soir, il y a une semaine, au terme d'une traversée ma 5e traversée de l'Atlantique en solitaire. Vous dites de l'Orient? De l'Orient Pointe-à-Pitre, c'était pour préparer la route du Rhum. Hein. C'était aussi me qualifier, parce que l'organisateur a bien accepté que je puisse faire ce parcours de qualification.
Et donc voilà, l'objectif c'était de m'entraîner pour cette prochaine route du Rhum qui aura lieu dans un an. Et justement, cette traversée était pile poil à un an de la route du Rhum, donc dans les conditions de la route du Rhum. Oui. Donc ça c'est pas mal. Vous avez pris combien de jours? 18 jours. Donc c'est un très très bon temps. Oui. Parce que pour l'instant, c'est le meilleur temps que je mets sur un nouveau bateau, 15 mètres. Donc beaucoup de travail et donc le travail a porté ses fruits. On va le dire. Keïssa, une question peut-être? Oui, faire cette traversée en 18 jours, comme vous le dites, en solitaire, vous l'avez vécu comment? Eh ben, c'était comme toute traversée en solitaire, c'est très dur. Donc il faut se mettre dans la tête qu'on va dans une bagarre, quoi. Hein, et donc il y a des moments plus ou moins durs. C'est vrai, tout n'est pas complètement dur, mais c'est très stressant mais bon, faut se préparer. Donc moi j'ai mis un an le bateau, j'ai acheté il y a un an, et depuis un an, le bateau était à Lorient où j'y allais tous les mois, une semaine. J'ai mes préparateurs là-bas, il fallait rendre le bateau déjà navigable au début, parce que c'est un bateau qui était un peu presque à l'abandon, il naviguait pas. C'est un trimaran? Non, c'est un monocoque, de 15 mètres, 50 pieds. Et donc c'est un bateau qui a une quinzaine d'années, mais qui a été refait à neuf en 2013. Donc si vous le voyez, vous allez le voir, il est au quai d'honneur à la Marina. Hein. N'hésitez pas à y aller, moi j'y suis souvent, parce que je travaille encore dessus presque tous les jours, depuis que je suis arrivé. Et ça va être comme ça jusqu'au départ de la route du Rhum, et même après, parce qu'il faut vraiment entretenir. Comment il va s'appeler ce bateau? Ça dépend. Pour l'instant, alors il devrait s'appeler Région Guadeloupe normalement. Il pourrait s'appeler comme ça. Il pourrait s'appeler comme ça. Oui. Et donc, si jamais j'ai un gros partenaire, il pourrait s'appeler le nom du partenaire. Pour l'instant, d'ailleurs, je remercie mes premiers partenaires. J'ai une dizaine d'entreprises qui m'ont donné un coup de main, dont GMA, Calistat et le CIMEC qui arrive, qui va me donner un gros coup de main dans la suite, dans l'optimisation du bateau. C'est ça que j'attends. Les dossiers, j'ai déposé mon dossier à la région, au département, à Cap Excellence. Willy, vous êtes sûr que le dossier est arrivé à la région? Vous n'êtes pas perdu, non? Je sais pas, moi il y a des récépissés, on vous donne des récépissés, moi j'ai des récépissés, donc je pense qu'avec des récépissés c'est bon. Mais bon voilà, non mais c'est bon, faut être patient. Moi j'avais écrit un livre qui s'appelle L'école de la patience, donc s'il y a bien quelqu'un qui doit être patient, c'est moi l'auteur de ce livre, donc je suis patient. D'accord. Alors on va revenir tout à l'heure sur Plus-Belle-la-Rive, mais on va parler un petit peu du bateau. Alors cette course en navigation solitaire, que ça demandait, c'était dur. Physiquement, il faut bien se préparer. Il ne faut pas dormir le soir, par exemple. Comment ça se passe? Le bateau est en automatique le soir? Le bateau est en automatique tout le temps. Ah bon, pas de problème. Non, mais c'est pas comme ça. Le pilote automatique, c'est pas un simple bouton qu'on appuie et basta. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais déjà, pour répondre sur la partie physique, oui, il faut être en forme, mais il n'y a pas besoin d'être un athlète. Voilà, il faut plutôt surtout se focaliser sur la préparation du bateau. D'accord. Parce que si votre bateau n'est pas bien préparé, c'est là que ça peut entraîner des gros problèmes sur le physique de l'homme. D'accord. Donc, il faut passer vraiment beaucoup d'énergie et il faut avoir l'expérience pour se dire je veux ci, je veux pas ça, enfin, et beaucoup d'entraînement avant. Même sur le parcours, vous le connaissez bien maintenant, ce parcours-là, et puis avec les radars les GPS qui sont très modernes maintenant, on évite les écueils. Le but c'est ça, sauf quand même j'ai une surprise le matin en arrivant en Guadeloupe, parce qu'il y a pas mal de DCP, vous savez, les dispositifs de concentration de poissons, et pourtant il y a de grosses bouées en place. Face à une comme ça. Mes radars ne les voient pas. Ah bon? Donc ça m'a un petit peu, et même un bateau de pêche que j'ai croisé le matin, que mon radar n'a pas vu. Donc ça m'a quand même, alors heureusement que c'était 2 jours, c'était le matin, à la fraîche, c'était bien, mais j'avoue que ça m'a un petit peu inquiété, que les bateaux de pêche, parce qu'ils sont en plastique, on a du mal à les repérer, ils sont bas, ils sont pas hauts. Mais c'est vrai qu'on part de métropole, tous les gros bateaux de pêche, on les voit parce on les voit sur le radar, on les voit sur notre radar électronique, l'AIS. Oui. Mais malheureusement, les DCP, arrivant en Guadeloupe, on ne les voit pas. Et les bateaux de pêche, alors c'est un petit peu... Surtout si c'est le soir en plus, si vous arrivez un soir. Voilà, donc alors c'est vrai que les pêcheurs, ils pêchent beaucoup plus en journée ici.
Mais attention, il y a une petite attention, une grosse attention à porter là-dessus. Ouais. Alors, l'autre aspect de la croissance solidaire, c'est l'alimentation. Comment vous alimentez? Vous partez qu'avec des boîtes de conserve et des bouteilles d'ordinaire en boîte? J'avais pas une bouteille d'ordinaire. Par contre, non, mais c'est vrai que, alimentation, souvent, je faisais la cuisine avant. Là, à Lorient, il y a une société qui fait maintenant du lyophilisé, vous savez, du déshydraté, et il y a quelque chose que je préfère quand même, qui est légèrement plus lourd, mais c'est pas du déshydraté, c'est du sous-vide. Oui. Donc il y a des plats complets ou il y a des plats qui accompagnent. Alors quand c'est par exemple l'accompagnement, il faut un vrai stock quand même. Hein. Oui, il faut d'ailleurs. Sur le bateau, c'est quoi? 2 repas par jour? J'ai acheté pour l'aller et le retour, parce que comme ma traversée, le retour va se faire à la mi-avril. J'ai carrément acheté pour l'aller-retour. D'accord. Et je fais des tests aussi. C'était l'occasion de faire des tests de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Et donc, il faut bien s'alimenter, effectivement. C'est ça qui est important quand vous faites une traversée. Il faut manger aussi des choses qu'on aime, parce que comme on est seul, il y a des petits moments difficiles. Ça permet de remonter le moral, de bien manger, de bien boire. Alors moi, qu'est-ce que j'aime boire? Ce que j'aime vraiment boire, c'est de l'eau de coco et du jus de canne. Oui, mais ça ne peut pas rester longtemps sur le bateau, le jus de coco. Oui. On peut le lyophiliser? Mais l'eau de coco, justement, malheureusement, je trouve que ce serait pas mal qu'on fasse ça en Guadeloupe, mais ça se fait déjà dans le monde. Hein. Tout à fait. Alors, c'est nettement moins bon que l'eau de coco qu'on coupe, qu'on boit tous les jours. Oui. Mais comme le jus de canne aussi. Alors, Tetra Pak, hein. Oui, tout à fait. On ne va pas citer les noms, mais on peut dire aussi. Ça se fait. Mais il y a plein de marques maintenant qui font l'eau de coco, et il y a bien sûr en Guadeloupe, il y a une très bonne marque qui m'a toujours aidé d'ailleurs, Canassao. À chaque fois, je passerai les voir d'ailleurs, parce que j'en avais pas à l'aller là, parce que je venais de métropole. Oui. Mais je vais certainement passer les voir pour en récupérer, pour faire les deux, parce que j'ai 2 traversées à faire. La traversée, ramener le bateau métropole, et après il y aura la course. Alors la dernière route du Rhum, j'ai vu que des médias pouvaient vous capter en direct pendant la traversée. Alors est-ce que cette année, pour notre ZCL, on pourra entrer en contact avec vous, radio, pendant que vous êtes dans la traversée? Est-ce que vous avez le temps de nous répondre en direct? Oui, en fait. Sur quelle fréquence? Comment ça se passe? Non, mais c'est tout simple. C'est pas le téléphone satellitaire. Le téléphone satellitaire? Alors, c'est le problème. Le seul truc, c'est que c'est cher, quoi. Oui. On peut pas rester des heures. C'est pas comme un portable. Oui. Donc voilà. Moi, par exemple, je vais vous dire, pour vous donner un exemple, là, j'ai pris une carte prépayée de 500 minutes. Oui. Ouais, et j'ai presque tout dépend. Enfin, non, ça fait à peu près 8 heures. Oui, de communication? Ouais, mais enfin, c'est pas vraiment, je pense que c'est pas vraiment 8 heures. C'est un système. C'est écrit 8 heures, mais il va y avoir 8 heures là. Et en fait, j'ai dépensé peut-être 70%. Ouais. Donc tout ça aussi, c'était dans des tests ça fait partie de mon entraînement, de savoir combien je consomme exactement. Ouais. Et en même temps, faut faire attention, parce que si jamais vous avez un souci pendant la traversée, que vous voulez joindre votre préparateur et vous voulez passer un quart d'heure, 20 minutes à régler des problèmes, il vaut mieux pas passer son temps à parler. Non, ça, faut le faire, mais il faut pas abuser, et faut penser à garder une réserve, en tout cas, en cas de problème. On va vous appeler, on va garder votre numéro, et maintenant, il faut nous voir là quand même. Pendant tout. On revient vers Martine, puisque il y a un programme pour ce Plus belle la rue spécial Lanterne, spécial Willy. Alors, le programme, demandez le programme. Le programme, nous allons commencer par une exposition de l'Onyx qui se fait à l'atelier Odyssée, toujours à la rue Victor Hugo. Alors, à l'angle des rues Victor Hugo. À l'angle des rues Victor Hugo et la rue du Gommier. Après, vous avez une découverte sur la sucrerie en temps longtemps. Les sucres traditionnels, ça veut dire les dentelles, il y aura une dégustation. Alors, dentelle, il faut dire ce que c'est, parce que Keïssa ne sait pas ce que c'est qu'une dentelle. C'est du coco, mais non, pas des grabiots. Je ne vais pas dire que Christine ne connaît pas, mais c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on préparait en temps longtemps. Ça veut dire le sucre caramélisé, le coco qu'il faisait. Le Sika coco en temps longtemps, nos doucelettes d'avant. Voilà. Tout ce qu'on trouvait. Qui va faire ça? C'est quelqu'un qui viendra exposer, et en même temps, il y aura une petite dégustation. Vous pourriez en acheter, oui. Est-ce qu'il y aura des compotes à fruits? Moi, j'aime particulièrement. Je ne sais pas, il faudrait voir tout ce qu'il
a. Ça fait grossir. Ça fait grossir. On aura une projection aussi à l'atelier Odyssée de Kaki Noël. Mademoiselle, on est en train de parler à Madame Hugolin, merci. On aura une projection qui s'appelle Kaki Noël à l'atelier Odyssée, toujours vers 18h30. Et on va mettre la mise en lumière des lanternes au coucher de la nuit. Alors, les gens qui viennent doivent avoir leur lanterne. Si on veut venir, s'ils veulent, ils viennent. On a commencé dimanche à faire les lanternes. Cet après-midi, nous continuons. Vous venez avec votre boîte. Si vous savez confectionner des lanternes, vous venez avec votre lanterne. Alors, je vais faire la lanterne. Oui, il faut venir là. Nous avons une chasse au trésor. On faisait beaucoup. C'est vrai, on faisait des petites lanternes. Mais je faisais plus pour la Toussaint. Ouais. Et je vais essayer de faire ma lanterne pour samedi. Hein. Je vais voir et ça. Nous avons une chasse au trésor pour les petits du quartier. Oui. Et ça veut dire que l'on passait avant de porte en porte récupérer des sucreries. C'est ce qu'on fait. On va installer chez... Mais est-ce qu'il y aura du schwab? Pas tant de vous parler de schwab. Non, mais l'alcool, normalement, n'est pas préconisé. On fera ça à part, M. Zandrounis. Mais l'alcool n'est pas préconisé dans notre chanté Noël à part. Un chanté Noël sans schwab. Et on a la chasse au trésor, on disait, avec les enfants du quartier qui vont passer de porte en porte. On a 2 petites boutiques qui vont passer pour récupérer. Avant, c'était des noix salées qu'on récupérait, même des noix cajou. Maintenant, ça sera des petites sucreries qu'on donnera aux enfants. Et il y a le buffet partagé depuis Belle Larry. Et sans oublier, voilà, à la fin, pour clôturer le chanté Noël que nous aurons avec le groupe 440. Voilà, c'est la plus belle en bas là-bas, comme on dit. Voilà, et ce sera donc le 2 décembre. Le 2 décembre, c'est samedi 2 décembre. Les activités commenceront dès 18h30. Vous serez accueillis par Pibel Larry. La rue sera barrée ou quoi? La rue sera barrée et bon, nous prenons place de la rue Victor Hugo. Alors c'est à partir de 18h jusqu'à quelle heure? On sait pas. Je ne sais pas si c'est jusqu'à l'aube, mais on pense faire une très bonne chose pour cette fin d'année. En tout cas, on va le rappeler, donc Magie des Lanternes, animation de quartier, plus belle la rue, plus belle quartier aussi, c'est à Vatable, avec le parrain qui est en direct chez nous, qu'on aura l'occasion de voir. J'espère que vous reviendrez nous voir avant le grand départ. Avec grand plaisir, je suis là. Bon, alors on va prendre vos coordonnées, on fera le nécessaire, ne vous inquiétez pas, pour vous recevoir. Et Martine, on donne rendez-vous à toute la pointe ou bien tout le monde, uniquement mon quartier là. Toute la Guadeloupe est conviée à se chanter Noël. Et il y a un papa Noël normalement qui doit surgir du jardin, on ne sait pas à quelle heure, alors venez nombreux. Mais t'as quelque chose même. Bon, vous avez compris que ça, il faut être là. Vous avez compris ça? Vous serez là? Bien, alors il est 13h18, on continue le journal. On remercie donc Martine et Winnie. Je vous remercie. Mais c'est nous qui vous remercions d'être venus nous voir et nous dire ça. Et un programme comme ça, on ne peut pas rater ça. Et puis Winnie, nous avons toute force ça déjà, on en met là. Mais on aura l'occasion d'en revenir avec vous à quelques jours du départ pour faire le point, savoir si tous les sponsors ont lâché ce qu'ils doivent. Et si le bateau est au point, on viendra voir le bateau. Merci. La suite avec Keïssa. Merci. Faire face plus que jamais à de nombreux défis financiers, technologiques et environnementaux, le service public doit continuellement se renouveler. L'innovation est un des leviers de transformation. Les logiques de co-conception ce sont un fil conducteur. Les délégations régionales, à savoir Guadeloupe, Martinique et la Guyane du CNFPT, ont organisé hier une journée de travail et d'échange qui s'est déroulée de 8h à 15h30 à la médiathèque Paul Mado de Bémao. Elle avait pour thème l'innovation dans l'action publique en Antilles et en Guyane. Innovons ensemble pour construire le modèle de l'action publique du XXIe siècle. Cette journée co-organisée en visioconférence s'est adressée particulièrement aux élus et cadres dirigeants de nos 3 régions. Le Pierre Justin avec Olivier Félix. Nous avons depuis 2016 changé notre organigramme et intégré une dimension conception innovante à nos missions. J'ai l'honneur de m'occuper de cette question. Jusqu'ici, nous étions en phase de réflexion, de recherche, de formation également. Et nous avons la semaine dernière participé à la Semaine nationale de l'innovation publique où justement nous avons pu présenter à nos collègues en interne les projets de la ville en matière d'innovation pour justement concevoir autrement les politiques publiques de manière plus participative avec le personnel mais également avec les usagers, passer effectivement d'une conception où on répond à des demandes des usagers à une conception où on analyse plutôt quel est le besoin réel parce que parfois il y a des demandes mais qui ne correspondent pas aux vrais besoins des
populations et également évaluer plus et mieux les politiques publiques. Certaines sont évaluées aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas de toutes. Et voilà, le souhait est vraiment de faire autrement, faire plus intelligemment. D'une part parce qu'on n'a plus le choix. Les ressources baissent, que ce soit en termes de ressources humaines, en termes de dotation financière, et l'exigence des citoyens, des administrés, mais également du personnel augmente parce qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail et c'est normal. Les usagers comparent également ce qui se fait ailleurs. Donc plus que jamais, le service public se doit d'innover et on ne peut pas le faire seul, on doit le faire en commun, d'où notre souhait de participer à cette action vraiment qui tombe à point nommé du CNFPT. Comme on l'a vu déjà ce matin sur les éléments de contexte, on sent bien qu'on a de plus en plus besoin d'innover pour pouvoir transformer nos organisations. Les conseillers en organisation, c'est un métier qui se développe au sein de la fonction publique territoriale justement pour accompagner les cadres dirigeants, les équipes à mener un certain nombre de changements dans leurs organisations, dans leurs pratiques de travail, dans leur façon de manager les projets. Et donc c'est vrai que là c'est vraiment un moment très intéressant d'échange, d'écoute et qui va nous permettre de réfléchir à la façon dont on peut au mieux faire évoluer nos organisations et voilà, et puis donc de faire découvrir le métier de conseiller en organisation, nos outils, nos approches, notre posture, donc voilà, qui on pense peut aider à ce que on évolue dans le bon sens au niveau des collectivités. Voilà, il est 13h22 dans le ZCL en direct de RHC et de C10FM et on va recevoir M. Alain Paméol, je vous l'ai dit, c'est un bon, on en a énergéticien, j'ai du mal à le dire, c'est une fonction nouvelle, c'est un thérapeute qui permet justement de soigner sans médicaments finalement toutes les pathologies qui nous étreignent quelquefois, maux de tête, des choses dont on ne sait pas d'où ça vient. Comment vous fonctionnez? Expliquez-nous ça un peu. Alors je veux déjà vous remercier en tout cas de m'accueillir ici. Alors pour comprendre dans un premier temps, alors comme je vous le disais tout à l'heure en off, donc le bioénergéticien, donc énergie du vivant, donc qui fait partie de notre, je dirais, de notre environnement, c'est-à-dire les animaux, les plantes et nous en l'occurrence. Alors la bioénergie, c'est pas une nouvelle discipline, c'est une continuité, on va dire par exemple du magnétisme curatif je pense que tout le monde connaît un petit peu le magnétisme de manière générale et donc le praticien bioénergéticien, on va dire, c'est un magnétiseur qui va au-delà justement de ses intuitions. Il va faire des formations, il va participer à des séminaires, etc., pour avoir un certain nombre de diplômes et être un praticien, je dirais, de manière assez concrète, assez investie. Alors vous savez, M. Paméol, qu'on disait avant magnétiseur en Guadeloupe, c'était au Mounkamouanye-Moun. C'est ça. Alors est-ce que c'est la même fonction qui a évolué? Non, pas du tout, non. Pas du tout. On n'est pas du tout dans ce registre-là. On n'est pas du tout non plus dans le masseur traditionnel. Le frotteur, c'est qu'on appelle le masseur traditionnel, puisque là, on parle de massage, on parle de toucher. Tandis que l'énergéticien, en fonction d'un certain nombre de techniques, puisqu'il y a plusieurs techniques, il faut dire aussi qu'en matière de bioénergie, il y a plusieurs écoles, dont ceux qui travaillent avec des outils et d'autres qui travaillent avec le ressenti par rapport à un certain nombre d'expériences et aussi des méthodes vibratoires et techniques. Alors moi, je fais plutôt partie de cette école qui... je dirais, j'ai plus de 15 ans de métier, donc je viens, alors j'avais pas précisé, donc je viens de Saint-Martin, donc je suis de passage en Guadeloupe, voilà, en fait, depuis Irma, voilà, et donc je suis présent jusqu'au 12 décembre, voilà. Alors, j'allais vous demander comment vous intervenez sur les patients, on peut les appeler comme ça, quelqu'un qui souffre de douleurs, je sais pas moi, maux de tête ou mal au dos, etc. Comment vous intervenez concrètement? Alors, dans un premier temps, le praticien, il va détecter lorsque je reçois une personne, je vais prendre le temps de comprendre. Alors, il s'agit aussi de partir sous des principes, je dirais un protocole général. Je pense que d'autres praticiens en
médecine alternative pratique, c'est-à-dire de comprendre les causes dans un premier temps. Voilà. Donc il s'agit dans un premier temps de comprendre un petit peu les différents paramètres qui emmènent une personne, soit son environnement, parce que là on parle de la biologie, bioénergie, mais aussi je suis également géobiologue. La géobiologue, c'est la médecine de l'habitat. Donc ça c'est encore une autre chose sur le plan énergétique. Alors, donc prendre en cause, je dirais, une personne qui vient vous voir, à savoir comment cette personne évolue dans son champ environnemental, c'est-à-dire dans son foyer, dans son appartement, dans sa maison, etc., etc., etc. À partir de là, les personnes peuvent venir aussi vous voir par rapport à l'émotionnel, puisque je traite autant physiquement, autant mentalement, émotionnellement, que voire spirituellement. Ça, ce sont encore d'autres choses. Peut-être qu'on parlera un peu plus tard. Tout démarre réellement par un entretien, j'imagine. C'est ce que je viens de dire. Tout démarre par un entretien avec cette personne, qu'on écoute. C'est les tenants et aboutissants, justement, des effets. Donc, ces personnes viennent avec des effets. Il faut savoir que la plupart du temps, lorsqu'une maladie ou une perturbation quelconque se manifeste, il sait déjà, c'est-à-dire quand il se présente au niveau physique ou même émotionnel, mental, il sait déjà manifester sur le plan énergétique. D'accord. Alors le thérapeute énergéticien, alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il va détecter, il va essayer de comprendre ces perturbations. À ce moment-là, il va prendre en compte ces perturbations pour pouvoir mettre en place un protocole de soins. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a ceux qui utilisent des outils, c'est-à-dire des détecteurs bio, pour pouvoir un petit peu scanner le champ biologique des personnes. Donc moi, en l'occurrence, je vais scanner ces personnes différemment. Je vais les scanner en fonction de mon ressenti avec les mains, puisque, bon, vous savez, tout chacun, nous disposons de corps énergétiques, quels que soient les plantes, quels que soient les animaux. Donc il s'agit de détecter ces corps énergétiques et de voir où sont les perturbations, où sont les énergies qu'on peut appeler soit énergie usée, soit énergie négative. Alors, prenons le cas très simple d'un couple qui a des problèmes à l'intérieur du couple, l'homme et la femme, ou la femme et l'homme ne s'entendent plus, et ce sont des problèmes concrets, ça. Oui, absolument, que je traite d'ailleurs. Oui, et donc, à ce moment-là, vous déterminez quoi exactement chez l'homme, la femme, ou les deux en même temps? Comment vous agissez? Alors, dans un premier temps, je vais essayer de comprendre les différents paramètres, d'accord, c'est-à-dire sociologiques de manière générale, de ces personnes. Ensuite, je vais essayer de comprendre aussi la polarité des deux personnes, c'est-à-dire la polarité masculine et la polarité féminine. Vous savez, chacun de nous avons deux polarités. Voilà, c'est cela. Et donc, vous savez, justement, lorsqu'on parle de polarité, on parle de fréquence vibratoire. Donc, il arrive très souvent, dans le couple, il y en a un qui n'est pas forcément sur la même vibration que l'autre. C'est ça. Et donc, par conséquent, vous avez une polarité masculine, parce que vous avez des femmes qui ont une polarité masculine beaucoup plus prononcée que ce que la polarité féminine, et inversement. Et donc, par conséquent, il s'agit justement d'équilibrer ces polarités, en tout cas de trouver les éléments pour pouvoir équilibrer ces polarités. En faisant quoi? Mais en mettant ces personnes en face de leur propre responsabilité. En mettant ces personnes en face, justement, parce que vous savez, nous évoluons dans une société où nous sommes constamment dans le jeu, d'accord? Nous sommes constamment, ce qui n'est pas péjoratif, nous sommes constamment dans le mental inférieur et non dans le mental supérieur. Alors, c'est pas péjoratif ce que je dis. Le mental inférieur qui a trait, si vous voulez, à tout ce qui est matériel, dans le doute. On est constamment dans le doute par rapport à la projection de la société quelque part. Et tandis que le mental supérieur, donc on va chercher des choses, on va à l'essentiel des choses. Et donc,
ça va peut-être être long d'en parler, mais lorsque vous avez, par exemple, au sein d'une famille, au sein d'un couple, vous avez forcément un qui est un peu plus matériel que l'autre. Tout dépend. Mais en tout cas, il faut mettre comme je me répète, il faut mettre ces personnes en face de leur responsabilité et de comprendre ce qui se passe. Après, vous avez des éléments, et c'est là que la géobiologie rentre en compte, vous avez des éléments perturbateurs. Par exemple, vous savez, notre maison devient de plus en plus un danger pour nous. Pourquoi ? Parce que nous avons pléthore de pollution entre les antennes téléphoniques par-ci, entre la disposition des maisons, entre les sources d'eau invisibles, entre les perturbations humaines, notamment, je dirais, débris, etc., etc. Alors, cela va impacter les personnes. Le téléphone impacte, puisque bon, vous savez, de plus en plus de personnes dorment tard. Avec des portables à côté de leurs oreilles aussi. Avec des portables à côté de leurs oreilles. Vous avez les réseaux sociaux, donc ces personnes dorment de plus en plus tard. Donc vous avez toutes ces perturbations qui justement va impacter le couple. Donc entre par exemple les réseaux sociaux tard, etc., etc. Donc on a beaucoup à dire à ce niveau-là. Alors, dernière chose, quelle différence il y a entre un bio-énergéticien et un coach ? Alors, on n'est pas du tout dans le même registre, mais vraiment pas. Le bioénergéticien, moi je suis personnellement, je suis dans le soin. D'accord. Je suis dans le soin, j'apporte quelque chose de concret. Même si peut-être énergétiquement parlant, c'est pas concret peut-être. On ne le voit pas tout de suite. On le voit pas tout de suite. Oui. Mais j'apporte quelque chose de concret, c'est-à-dire en travaillant de manière objective sur une pathologie, quelle que soit, je vous le disais tout à l'heure, physique, mentale, émotionnelle et voire spirituelle pour un certain nombre de ceci. Voilà. Après, le coach, il faut son travail en développement personnel, etc. Il y en a de plus en plus. Chacun fait son travail à leur niveau. Alain Perméol, si on veut vous rencontrer, puisque vous avez dit que vous êtes en Guadeloupe quelques jours, comment ça se passe ? Alors, si on veut me rencontrer, je suis à Bémaro. Sinon, je peux laisser mon numéro de téléphone éventuellement. Donc, je suis au 06 90 09 01 04. Voilà, donc je suis ici jusqu'au 12 et puis après je pars en Europe pour un long périple. Ah, vous ne reviendrez pas ? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais écoutez, si jamais vous avez besoin justement d'être ausculté, d'être scanné par Alain Perméol, vous avez le numéro 090104. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. C'est la première fois que je reçois un bio-énergéticien. Voilà, je vais y arriver. Et c'était... paraît-il intéressant, n'est-ce pas, Kisa ? Oui, très intéressant, en effet. Il est 13h33, on va prendre la dernière pause de publicité avant de continuer le journal et de recevoir tout à l'heure Elisabeth Adilaïd qui viendra nous parler de tourisme et de croisière. Exactement 13h38. Nous sommes toujours en direct du ZCL, mais aussi sur RHT 89.8 et 90.3, mais aussi sur C10FM à 103. Et je dis ça pour Elisabeth qui était sur la route. Bonjour Elisabeth. Bonjour Dani. Elisabeth, qu'on va retrouver tout à l'heure. On va partir avec elle à Belize et autre part. Sinon, on fait un rappel des titres avec Kesha. C'est le dernier de la journée. Et nous avions commencé le journal avec la ville de Petit-Bourg qui souhaitait accompagner au mieux l'entrée du numérique dans les écoles. En ce sens, elle avait lancé un programme d'équipement numérique pour les 12 établissements élémentaires de la commune. Puis nous avons vu que dans le cadre du 10e anniversaire du mois de l'économie sociale et solidaire, le comité Guadeloupe de la Ligue contre le cancer avait organisé ce lundi 27 novembre une journée porte ouverte. Et nous avons terminé le journal avec l'innovation dans l'action publique en Antilles et Guyane. Les délégations Antilles-Guyane vous proposent de vous retrouver pour un temps fort autour des enjeux et des défis de l'action publique locale, à savoir les contraintes financières, les ruptures technologiques, le changement des besoins des usagers et la mutation de l'économie.
Voilà, tout de suite, on va commencer notre chronique habituelle tourisme et croisière. Alors qui ça, vous connaissez déjà Elisabeth, chaque semaine elle nous emmène en voyage. Je vous laisse poser la première question. Alors moi, ce que j'aimerais savoir dans un premier temps, c'est où se trouve Belize. Alors, que pouvons-nous y découvrir? Alors, Belize, c'est un petit pays qui est situé entre le Mexique et le Guatemala, donc Amérique centrale. Et en fait, c'est un pays où on a l'impression que tout est resté figé. Oui. Donc c'est complètement original et on a deux ambiances, deux paysages, deux ambiances, puisqu'il y a aussi bien le côté plongée avec la mer, les îles, que le côté maya, puisqu'en fait c'est le berceau de la civilisation, avec des temples mayas et des forêts, une forêt tropicale très préservée, donc avec beaucoup d'espèces d'oiseaux. On retrouve aussi le petit colibri, mais il y a aussi des oiseaux qui vont jusqu'à 2 mètres en étant déployés. Donc c'est vrai que c'est un pays où on y va et on ressort de là un petit peu émerveillé, puisqu'on est en dehors de la civilisation de ce qu'on vit tous les jours. Donc je l'ai dit, c'est en Amérique centrale. On y va très facilement, puisque c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu cette destination, puisque au départ d'ici, nous on vous propose de faire une nuit à Miami. Et après, vous avez des vols directs avec American Airlines. On arrive très facilement à Belize City. Voilà. Donc, il y a des villes, bien sûr, à visiter. Donc, Belize City, c'est une des villes principales, mais ce n'est pas la capitale, puisque c'était la toute première capitale. C'est un pays, je dois dire, c'est le seul pays anglophone de cette partie de l'Amérique, puisqu'en fait Amérique du Sud et voilà, exactement, Amérique du Sud, Amérique centrale, c'est plutôt des Espagnols. Oui. Là, c'est l'histoire qui veut ça. C'était une colonie britannique qui a été indépendante en 1981 et qui est maintenant dans le Commonwealth, comme les îles britanniques de la Caraïbe. Donc c'est vrai que c'est toujours la reine qui est souveraine, mais c'est vrai que c'est un pays où on parle anglais. La population est très très variée, puisque vous avez les Mayas, mais il y a aussi les Africains qui ont été amenés aussi pendant l'esclavage. Vous avez donc des créoles, vous avez une population qui est très mixte, mais qui est très, très douce et qui est très tournée vers les paysages, vers leurs vestiges. Et donc ils ont préservé tout ça. Donc nous on vous propose un circuit pour découvrir le côté mer, avec des endroits juste fabuleux. Vous verrez, j'ai emmené une photo Blue Hole. Alors c'est un immense trou, ça fait comme une forme de trou, et là c'est juste magnifique. Il y a des remontées d'eau douce, donc ça fait des spots de plongée extraordinaires pour ceux qui aiment la plongée. Ouais. C'est 290 km de barrières de corail, donc c'est une des plus grandes après l'Australie, et donc ça en fait effectivement un lieu assez extraordinaire pour la plongée. Vous avez aussi les îles à côté de qui s'appelle Kai Colker, où là vous avez plein d'îles. Il y en a même qui sont à vendre, Danick. Oui. Si ça pourrait vous intéresser. Ça peut m'intéresser. Quelquefois on se dit j'aimerais bien aller sur une île déserte. Mon île, l'île ZCL. L'île ZCL. Voilà. Donc il y a des petites îles aussi à vendre. Bon, et la plus grande de ces îles à visiter, donc c'est Ambergris Caye, et qui prévoit aussi des spots de plongée. Vous pouvez faire de la pêche au gros aussi, pour ceux qui aiment. Ouais. Et après, sur la côte ouest, donc là on repart dans la forêt. Donc là il y a des chutes. Vous avez un endroit tout près de San Ignacio où là vous avez des vestiges des Mayas. Vous retrouvez des endroits où il y avait des célébrations mayas. Enfin, c'est juste fabuleux, et vous êtes hébergé dans des loges de luxe.
Donc l'hébergement, là on peut vous proposer du all inclusive aussi, et vous êtes pris en charge bien sûr avec un guide accompagnateur qui vous explique toute l'histoire du peuple maya, et c'est aussi quelque part un peu nos origines à tous, même si voilà, on est tous brassés, donc c'est toujours intéressant. Là tout de suite on voit une pyramide maya. Voilà, exactement. Donc les pyramides dans ces pays-là. Voilà, les pyramides qui sont authentiques. Oui, tout à fait. Et alors pas de queue, au sens où il y a très peu de visiteurs. Oui. Donc ce sont des sites où vous vous retrouverez quasiment seul. Donc vous imaginez l'ambiance que ça peut dégager. Et donc c'est toute l'authenticité en fait de cette... Ça a été bien conservé visiblement. Ah oui. Sur ça, les Bélysiens, ils ont tout misé sur le tourisme authentique. Donc c'est vrai que c'est très préservé. Alors Belize, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû introduire, mais Belize est un petit peu connu par certains, même Guadeloupéens, puisque c'est une destination qui est beaucoup proposée au départ de Miami sur les bateaux de croisière, notamment Royal Caribbean. Donc c'est souvent une escale. Mais l'escale ne vous permet pas de voir tout cela et d'être dans cette ambiance juste magnifique. Et donc vous retrouvez effectivement des authentiques dans la couture aussi, dans ce qui est vendu. Donc on replonge dans des années avant. Donc c'est très facile d'y aller. Je vous dis, on vous propose quelque chose de très organisé. Au départ d'ici. Au départ d'ici, via Miami. Tout à fait. Et ensuite vous arrivez à Belize City qui est. Et on reste combien de jours à Belize? Alors Belize City en elle-même, c'est pas hyper intéressant à visiter. Il y a des choses, mais c'est pas ce qu'il y a de. C'est une petite ville en fait. Oui. Après vous avez Belmopan qui est maintenant la capitale. Mais les points stratégiques à visiter, c'est Orange Walk, où là on vous fait aussi. Vous avez une petite rivière qu'on descend pour arriver à la Manaï, où là il y a des vestiges effectivement mayas. Vous avez, je l'ai dit, Ambergris Cay, où là vous descendez à San Pedro et il y a des magnifiques spots de plongée. Et il y a aussi des excursions, donc même en famille, vous pouvez passer des moments de détente et d'amusement tout en découvrant ces sites juste extraordinaires. Donc, alors, voilà. Question concrète, Elisabeth, l'argent, qu'est-ce qu'on utilise là-bas? Alors là-bas, vous avez le dollar bélizien et on accepte aussi le dollar américain. En devise, c'est 2 dollars bélysiens pour 1 dollar américain. Alors vaut mieux avoir des petites coupures parce que c'est vrai que les TPE, tout ça, il n'y a pas ça. On est vraiment dans l'authenticité, à part dans les hôtels, bien évidemment, où là, vous avez quand même, ça va, vous avez le confort. Les communications ne sont pas extraordinaires non plus. On est dans des coins, encore une fois, très protégés, très authentiques. Donc voilà, on s'adapte. C'est un tourisme aussi qu'on recherche et qui est très très bien pour les voyages de noces. Donc c'est une belle destination pour les voyages de noces. J'y penserai si jamais. Voilà. Donc quand même les détails techniques de l'électricité. Voilà. Alors 220 volts. Après. Avec un transfo. Voilà, avec un transfo. Donc ne pas oublier quand on part dans ce genre de pays, c'est vrai qu'il faut partir avec un minimum pour avoir le confort qu'il faut. Après, je dis toujours, les assurances, ça on en parle. Le téléphone, se renseigner auprès de son opérateur. Ça, c'est des petits détails techniques qui permettent de passer des bonnes vacances et de ne pas avoir de surprises. Voilà. Il n'y a pas besoin de visa. Pas besoin de visa pour Belize, donc c'est facile. Pas besoin de vaccin particulier non plus. Donc voilà, une destination qui n'est pas trop lointaine, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est 2 heures de Miami. Il n'y a pas un grand décalage horaire, c'est 1 heure d'ici, ou 1 heure de la Guadeloupe, ou 2 heures l'hiver. Donc voilà, une destination quand même relativement peu connue, mais facile à découvrir. Voilà, on cherche toujours des destinations. Bien, alors, Elisabeth, quand même, l'actualité quand même. Oui, l'actualité, il y a deux... Après Belize a parlé de choses. Alors, 2 actualités. On a pu admirer 2 magnifiques paquebots dimanche. Je ne sais pas si vous les avez vus. Je n'ai pas vu, malheureusement, je n'étais pas là. Mais il y avait entre autres le MSC Fantasia que j'avais présenté lors de la dernière chronique. Quasiment 4000 passagers. Un bateau magnifique que j'ai pu visiter. Et je vous encourage vraiment à le découvrir en croisière 8 jours
jours, 7 nuits. La municipalité avait fait des efforts, donc il y avait un accueil et c'est bien, ça prouve qu'on bouge. Et puis la dernière actualité, là, on a appris ce matin la venue d'un nouveau low cost pour le mois de juillet. C'est la compagnie Level, enfin on va dire en anglais, Level, qui fait partie du groupe IAG, donc c'est British Airways, Vueling, Iberia, donc c'est un gros groupe, mais ce sera du low cost. Donc juste pour vous donner une idée, ils ont sorti des tarifs, alors il faut faire attention quand même, hein, mais en trajet, on est à partir de 99 € en aller simple. Alors moi je dis toujours, pour aller où? Aller simple pour aller à Paris, je ne l'ai pas dit. C'est pas vrai. Donc oui, c'est sorti ce matin, c'est officiel. Les vols sont déjà disponibles, j'ai vérifié avant de venir. En machine. Et donc, voilà, donc c'est en fait la compagnie se montre très très agressive, puisqu'ils vont faire du New York, Paris-New York, ils vont faire du Paris-Montréal et ils vont faire du Paris-Pointe-à-Pitre et à partir de septembre du Paris-Fort-de-France. Alors, mais donc, on va à 99 €, on est assis quand même. Alors, vous êtes assis, alors c'est pour ça que je dis, il faut quand même faire attention, parce que c'est du sans bagage. Oui, sans bagage. Voilà. Moi, ça m'arrange, hein. Si on a l'intention de faire le shopping là-bas. Voilà, donc après on s'organise, mais il faut savoir que c'est du low cost. Donc ça sous-entend beaucoup de choses. Faut pas oublier avec ça, son beau kit aussi dans son sac. Sa nourriture. Alors préparez votre beau kit effectivement pour le repas. Oui. Mais bon, enfin, on vous donnera tous les détails en agence de voyage, bien évidemment. Ça démarre quand, alors à partir c'est annoncé, à partir du 3 juillet, vous pourrez voyager au départ d'Orly Sud. Donc c'est une grosse révolution. Je pense que tout le monde va devoir se bouger un peu. La concurrence est toujours bonne pour le consommateur. Absolument. Donc nous on trouve que c'est une bonne nouvelle aussi, quoi. Donc, voilà. Est-ce que ça se confirme qu'on pourra partir désormais de Charles de Gaulle? Oui, tout à fait, des vols avec la compagnie Air France. Enfin Roissy pour aller vite. Roissy, donc avec la compagnie Air France, et c'était déjà le cas donc avec la compagnie XL Airways, qui est là depuis déjà 5 ans, pardon. Et là, cette année, qui nous ont annoncé, je l'avais dit, mais qui nous ont annoncé qu'ils seront là toute l'année. Donc, ça veut dire que toute l'année, on a de la desserte Charles de Gaulle et de la desserte aussi Orly Ouest, Orly Sud. Voilà. Elisabeth, on vous remercie. On peut dire un petit mot qui vous concerne quand même, le Plus Belle Larry, on le rappeler quand même. Oui. Parce que vous êtes aussi une actrice de ce Plus Belle Larry. Oui, c'est un beau projet. Je sais que Martine et Willy sont venus en parler. Donc, on attend tout le monde le 2 décembre, bien sûr, à Plus Belle Larry pour faire notre chantée Noël. Avec le groupe 440. Avec le groupe 440 qu'on adore. Là, Elisabeth. Je serai là, bien sûr. J'ai quoi pour vous. C'est gentil. C'est dit et c'est enregistré. Voilà, je rappelle quand même pour l'agence. Donc les 4 points de vente, Pointe-à-Pitre, Moule, Marie-Galante et j'ai dit Basse-Terre. Oui. Donc 05 90 91 72 10 et on est toujours ravis de vous accueillir et de vous conseiller. Un dernier mot. Oui. Sous Basse-Terre, les croisières, ça continue. Les arrivées de bateaux. Les arrivées, non pas pour l'instant, mais il y en aura certainement tout au long de la saison. Ce que je remarque, c'est qu'on en a beaucoup sur Pointe-à-Pitre. Oui. Donc tout va bien. Oui, enfin bon, ça peut toujours aller mieux, mais c'est un bon signe. Ça veut dire qu'on a la capacité de les accueillir. Maintenant, on va tout faire pour qu'ils restent et qu'ils soient bien accueillis. Voilà, c'est. On vous accueille ici. Voilà, merci Danick, merci à tous. 13h53 minutes. Un dernier mot, ça peut-être. On va faire un rappel de suite. Non, ça va? On se retrouve demain. Non, on ne se retrouve pas demain. On développe notre dernier sujet. Il y a un dernier sujet. Oui, il y a un dernier sujet. J'avais oublié. Allons-y pour le dernier sujet. Dimanche et jusqu'au 30 novembre se tient la 18e édition du mois du film documentaire dont le conseil départemental est partenaire. À cette occasion, 8 films seront projetés dans l'espace dédié de la médiathèque Caraïbe à Basse-Terre. L'objectif étant de donner à ces jeunes venus l'occasion de construire leur esprit critique sur la base de la projection des films du réel qui sont réalisés loin des formats télévisuels. Dimanche, notre correspondant Chris Kevin-Magnier s'est rendu sur place. Voyons les images. Le mois du film documentaire, c'est un événement qui revient chaque année. Cette année, c'est la 18e année. C'est porté par Images en Bibliothèque, qui est une association Paris. C'est une manifestation nationale et voire internationale. C'est une manifestation qu'on met en place dans de nombreux pays.
Bolivie, je crois, en France, en Angleterre, dans la Caraïbe et en Guadeloupe. Nous sommes quelques bibliothécaires à perpétuer cette, on va dire, une tradition au bout de 18 ans. C'est quand même une fête. Ça permet donc au public de rencontrer un type de document qui n'aurait pas eu l'idée de prendre un film où beaucoup de personnes ne connaissent pas. Madame Sucap, par exemple, ou ne connaissent pas non plus. On a des réalisateurs en Guadeloupe que les Guadeloupéens ne connaissent pas. Je suis fière de ce film tout simplement, je suis fière de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé parce que c'était pas évident. J'ai eu carte blanche pour faire ce film et j'avais même, avant que le film ne soit réalisé, une date de diffusion en prime time sur une chaîne nationale quand même, ce qui était, c'est peut-être le rêve de tout réalisateur, mais en tout cas c'était vraiment très, très difficile à assumer. Mais on a assumé et on a été prêts à temps. Les gens ont participé à ce film de façon très volontiers, puis de façon très agréable, comme vous le verrez. Je n'ai pas revu le film depuis très longtemps, je vais le redécouvrir avec vous. Mais la caractéristique d'un film documentaire tel que celui-là, c'est que les films sont éternels et ne meurent pas. Voilà, il est 13h56, Keïssa. Oui, maintenant le ZCL, on va le clôturer, Danick, puisque Danick est un peu fatigué de son retour ici avec nous sur le plateau. Il désire rentrer se reposer. Nous le rappelons, le ZCL, c'est aussi sur C10FM 103, mais aussi RHT 89.8. On se retrouve demain pour d'autres actualités. À quelle heure ? À 12h30. Voilà, il faut le dire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bye bye. Bon appétit à ceux qui ne sont pas encore à table, mais ça m'étonnerait. Mais on va essayer. Et puis, effectivement, le décalage, il faudra qu'on le digère. Entre la Guinée, le Maroc, Paris, Pointe-à-Pitre, il faut le faire. Hein. Bon, enfin, bref, à demain. Bloom Melody School Productions, en partenariat avec Canal 10, vous convie au lancement de l'opération Un sourire à Noël, les 1er et 2 décembre, sur le parking de Canal 10. Pensez-vous pas qu'il serait temps que nous soyons aussi sur la FM ? C10 FM, c'est Radio en nous.